Alors merci beaucoup. Je suis extrêmement content d'être ici. C'est avec beaucoup d'humilité que je partage la scène avec Antoine, Elodie et Erwan. Mais pour être tout à fait franc avec vous, j'ai un peu le trac. Et je sais que j'ai un peu le trac parce que j'ai ce petit ressenti là. Mon corps fonctionne d'une manière beaucoup plus rapide. Mais c'est une bonne nouvelle. Je suis assez content parce que j'ai pas toujours été capable de faire cette analyse de mon corps. De me dire, ok, j'ai le trac. C'est ça le ressenti. Si là je vous dis tout de suite, qui a faim dans la salle? Personne. Petit déjeuner, normal. Qui n'a pas faim? Ok, très bien. Maintenant, de toutes les personnes qui n'ont pas levé le doigt, qui n'a pas levé le doigt parce qu'il ne savait pas? Ok, presque personne. Quand je vous demande pour la faim, quand je vous demande pour la soif, vous savez. C'est normal. Depuis qu'on est tout petit, on a l'habitude. Maintenant, si je vous demande, est-ce que vous avez remarqué que depuis que j'ai commencé à parler, votre épaule gauche est en train de se calcifier? Est-ce que vous avez entendu que votre colonne vertébrale est en train de vous crier « Donne-moi du mouvement, sinon demain matin on aura mal au bas du dos ». Autrement dit, est-ce que vous êtes capable de remarquer ce que j'appelle le privmouvement, la privation de mouvement? Si vous en êtes capable, alors vous avez une grande intelligence corporelle. Puisque l'intelligence corporelle, au final, c'est quoi? C'est être capable de ressentir tout son corps, de l'utiliser, mais également de répondre à ce ressenti. Et le problème avec ça, c'est qu'il y a deux grandes choses qui nous empêchent de développer notre intelligence corporelle. Et la première chose, c'est la spécialisation. On a tendance à se dire, moi je suis un danseur, moi je suis un yogi, moi je suis un runner. Mais avant d'être des homo specialitas, on est des homo sapiens. Et les êtres humains ont besoin de mouvement pour développer leur intelligence corporelle, mais également pour être en bonne santé. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis toujours. Parce qu'on nous a toujours dit, si tu veux être en bonne santé, fais du sport. On n'a jamais dit fais un sport, mais du sport. Et on comprend à quel point c'est important, on comprend à quel point la spécialisation est un problème. Lorsqu'on étudie le fonctionnement de l'apprentissage, des différentes choses, des différents processus. Si on prend l'exemple, par exemple, de la corde à sauter. Première étape, vous prenez systématiquement la corde dans les pieds. Vous n'y arrivez pas. Deuxième étape, vous arrivez à faire quelques tours. Ça va. Troisième étape, là vous êtes le roi du pétrole. Vous savez faire plein de figures et tout, c'est excellent. Si je vous demande, qui dans cette salle préfère la troisième étape? Qui préfère la troisième étape? Presque tout le monde. Parce qu'on se sent bien. C'est là où on commence à profiter de l'activité. Et si je vous disais qu'en fait, la troisième étape, c'est la pire. Troisième étape, c'est la pire. Pourquoi? Parce que dans la première étape, quand vous ne savez absolument pas, quand vous dites « j'y arrive à rien, ça ne sert à rien », en fait, c'est là où il se passe le plus de choses dans votre cerveau. C'est là où il y a de nouvelles connexions qui se créent. C'est là où les synapses sont enroulées de substances blanches, donc c'est la myélinisation, qui permet à l'information de passer plus rapidement. Ça, c'est maximal, ce processus, dans l'étape 1. Dans l'étape 2, il y en a encore un peu. C'est bien. Étape 3, plus du tout. Plus du tout. Il s'agit juste d'entretenir les créations, les synapses, etc. Donc, c'est problématique. Et la solution, c'est de faire plusieurs sports, plusieurs activités. Dès que vous êtes dans la troisième étape, si vous faites que du running, vous êtes constamment dans la troisième étape. Donc là, il faut commencer à changer. Dès que vous êtes dans la troisième étape, c'est confortable, il ne faut pas y rester. Il faut commencer à changer et à faire plusieurs choses. À être un généraliste et non un spécialiste. La deuxième chose qui vous empêche de développer votre intelligence corporelle, c'est la recherche de l'esthétisme. Ça, ce n'est pas votre faute. C'est de la faute de l'industrie du fitness. Parce que qu'est-ce qu'on vous vend? On vous vend un corps musclé. On vous vend un corps svelte, un ventre plat. Et ça fait du bien. On a envie d'avoir ça. Mais le problème, c'est que quand vous vous concentrez sur ça, vous ne développez rien. Lorsqu'on regarde des gens qui sont dans une salle de fitness, qu'est-ce qu'ils font au final? Ils se concentrent sur l'esthétisme. Ils essaient de faire grossir leurs muscles. Et quand on les teste, on se rend compte qu'en fait, avec le temps investi, c'est les gens qui sont les moins capables de faire des choses. C'est les moins forts, c'est les moins agiles, c'est les moins endurants. Pourquoi? Parce qu'ils sont concentrés sur une chose qui ne leur sert pas. L'esthétisme.
Alors qu'ils auraient dû se concentrer, et ça c'est la solution, sur le fonctionnalisme. Parce que lorsque vous vous concentrez sur le fonctionnalisme, vous commencez à comprendre que, ok, mon corps a certaines limites. Je n'arrive pas à être suffisamment endurant. Ok, il faut que je travaille sur ça, etc. Et lorsque vous commencez à faire ça, il se passe quelque chose de très intéressant. Vous développez en même temps la conscience de votre corps. Et la conscience de votre corps, c'est la chose la plus importante dans l'intelligence corporelle. Pourquoi c'est la chose la plus importante? On le verra après. Mais il existe une activité, à ma connaissance, qui permet de développer le plus efficacement possible le fonctionnalisme et la conscience, et c'est le yoga. Et pour ceux qui ne connaissent pas le yoga, il y a des yogas dynamiques, il y a des yogas doux, il y a des yogas qui sont entre les deux. Mais dans tous les yogas, au final, il y a un ingrédient qui reste le même, c'est la conscience. À chaque moment, à chaque mouvement, vous êtes conscient de votre respiration, du mouvement que vous faites, du ressenti que le mouvement vous procure. Et là, vous grandissez. Votre intelligence corporelle grandit, mais vous grandissez également profondément. Et je trouve que le yoga est un très bon exemple parce que le yoga, ce n'est pas seulement sur le tapis. Ça fait partie de ces activités que vous pouvez sortir du tapis. C'est ce que j'appelle l'exo-yoga. Quand on prend la définition du yoga, au final, c'est faire quelque chose avec amour et la plus grande attention. Donc si vous courez ou marchez avec amour et la plus grande attention, alors vous faites du yoga. Si vous faites la vaisselle avec amour et la plus grande attention, alors vous faites du yoga. Et en l'occurrence, vous développez la conscience de votre corps. Et pour moi, c'est si important parce que lorsqu'on regarde tous les problèmes de l'humanité, qu'ils soient écologiques, sociaux ou toute autre chose, ils viennent tous d'une même chose, le manque de conscience. Le manque de conscience. Les gens n'ont pas conscience. On a longtemps pensé que l'intelligence corporelle était réservée aux sportifs. Et donc, non, moi je ne suis pas un sportif de haut niveau. Ça ne m'intéresse pas. Et lorsque vous regardez la définition de Gardner, au final, c'est ça dans sa définition. C'est les gens qui sont capables d'utiliser leurs muscles, leur corps, d'une manière efficiente. Mais non. Si on dit que l'intelligence corporelle est faite pour chacun de nous, alors on va commencer à se concentrer dessus et on va commencer à développer notre intelligence corporelle. On va commencer à développer notre conscience. Et je suis persuadé que si on développe tous notre conscience, alors on pourra créer tous ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui.